Conscient et inconscient, vrai ou faux? On va parler de tout cela. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne YouTube et d'ailleurs, vous voyez que je ne suis pas seul. Je suis avec un invité de marque. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants. Ici, on va parler de neurosciences et plus précisément de ce qu'on aborde souvent quand on est thérapeute ou même coach, ces notions de conscient et d'inconscient. Alors, c'est une vidéo que nous destinons à des praticiens en EFT, en EMDR, en PNL, en hypnose, en sophrologie, etc. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Allez, on y va. Conscient et inconscient, vrai ou faux? Pour débattre ou pour parler de tout cela, je suis accompagné du docteur Philippe Pincalé. Philippe, bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Merci d'être avec nous là aujourd'hui pour parler de ce sujet très intéressant, c'est très sympa. Est-ce que tu accepterais de te présenter? Oui, donc je suis le docteur Philippe Pincallet, neurochirurgien depuis plus de 20 ans à Paris. Je suis également docteur en neurosciences, hypnothérapeute, formateur en hypnose et en neurosciences fondamentales et appliquées. Appliquées au stress, à l'équilibre émotionnel essentiellement, et aux relations entre le corps et l'esprit, le corps et les émotions, sur le plan de la psychologie, de la psychothérapie au sens large, mais également pour la psychosomatique avec la prise en charge de mes patients, beaucoup avec des approches non médicamenteuses principalement. D'accord, bon, il y a du CV, hein, merci d'être avec nous. Alors, Philippe, cette vidéo, et je vous le précise également à toutes et à tous, conscient, inconscient, vrai ou faux, je veux établir un lien avec cette approche conceptuelle, et je vais y revenir dans quelques instants. Hémisphère cérébral gauche conscient, hémisphère cérébral droit inconscient. On se le garde, on le met au frigo et on va le ressortir dans quelques instants. Juste avant, et pour commencer, Philippe, je pense qu'on est d'accord sur le fait que les êtres humains ont un cerveau composé de deux hémisphères cérébraux. Ça, c'est globalement vrai. Oui, ben, oui, bien sûr, c'est relativement symétrique. Il y a cependant, en termes de fonctionnement, ne serait-ce par exemple pour le langage, hein, chez un droitier, les centres du langage sont plutôt localisés du côté gauche. Donc il y a quand même une asymétrie relative. Pour le langage, par exemple, pour les émotions également, sur le cortex, on appelle le cortex préfrontal, et on sait qu'il y a une asymétrie qui est de plus en plus montrée, qui était déjà montrée au temps où on explorait avec les électroencéphalogrammes. Maintenant, avec l'IRM fonctionnel, il y a une relative asymétrie. Mais bon, voilà, Alors, on parle du cerveau gauche comme un cerveau plutôt cartésien, un cerveau droit comme plutôt le cerveau émotionnel, le cerveau de l'intuition, des émotions, de l'imaginaire, etc. Alors, c'est faux sur le plan anatomique, neuroscientifique, mais par contre, c'est très intéressant sur le plan pédagogique. Et moi, par exemple, dans ma formation de praticien en hypnose, aux étudiants, aux élèves, je donne ça. Je dis que c'est un parti pris pédagogique d'expliquer ça comme ça. Mais ça ne colle pas sur le plan neuroscientifique. Mais si ça fait passer c'est les notions principales du plan pédagogique, c'est très intéressant. On peut le voir d'une autre manière, et c'est ce que j'utilise aussi souvent après cette image de droite-gauche, c'est l'image de l'iceberg, avec une partie qui émerge et une immense partie qui au moins est 10 fois plus importante sous la ligne de flottaison de la conscience, qui constitue ce qu'on pourrait appeler, enfin ce qu'on appelle pour la structuration de la mémoire implicite. On a la mémoire explicite, celle qui peut être explicitée verbalement. Je peux te raconter un souvenir, par exemple, de manière même très ancienne, si il appartient à ma mémoire explicite. Par contre, des souvenirs, des engrammes émotionnels qui soient traumatiques, ou ça peut être aussi des ressources, hein, heureusement, des sensations, bref, des automatismes de vie qui ne nécessitent pas l'activation de ma conscience et de mon attention pour fonctionner,
heureusement. Des choses qui sont liées à mon apprentissage, par exemple, vont être stockées dans cette immense mémoire implicite. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. La répartition de 10-90, par exemple, est assez, même 5-95, voilà, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dans cette mémoire implicite. Et cette mémoire implicite est le lieu d'exploration finalement de la thérapie, des thérapies de façon générale. Le terme d'inconscient est quand même historiquement lié à Freud et à la psychanalyse, et on l'a gardé à la fois dans le langage courant, mais également dans la psychologie moderne, qui reste encore très imprégnée de la culture de Freud et de ses élèves. Ouais. Voilà. Merci. On va revenir sur quelques applications, quelques approches plutôt dans quelques instants. Milton Erickson disait, en parlant de l'inconscient, cet immense réservoir à solutions, immense ressources. Alors, on est tout à fait d'accord. Moi, je me souviens, il y a quelques années de cela, je propose un live, un webinaire en direct, et je commence à expliquer. Et je précise toujours, d'autant plus après cet épisode-là que je vais vous raconter, je fais très attention que c'est purement conceptuel, que c'est une approche pédagogique pour commencer à comprendre les choses, l'hypnose, comment ça fonctionne, etc. Hémisphère cérébral gauche, environ 10%, et le conscient, hémisphère cérébral droit, environ 90%. Le gauche, plutôt le rationnel, le scientifique, le logique, le calculateur. Le droit, plutôt l'inconscient, donc les automatismes, l'émotionnel, etc. Et j'ai une neurologue qui était présente dans je la voyais dans le chat, qui est intervenue. Je pense qu'elle a dû faire une syncope, voire un arrêt cardiaque, parce que, bon, enfin, en tout cas, elle n'a pas été très sympa. Et j'explique bien que c'est purement conceptuel, parce qu'on le sait bien que d'un point de vue physiologique, c'est pas aussi, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est évidemment faux, mais ça permet de bien comprendre l'approche, de bien comprendre comment est-ce qu'on fait les choses quand on est en hypnose. Et puis d'ailleurs, quand on travaille avec les phénomènes idéomoteurs ou autres, volontiers, on s'adresse à l'inconscient en le tutoyant. Et en tout cas, de par mon expérience, et je parle de phénomènes idéomoteurs, là, ça fonctionne très très bien, les lévitations de bras ou ce genre de choses. Donc, oui à cette approche, et je crois qu'on est d'accord, plutôt pédagogique, conceptuelle, pédagogique. Par contre, l'approche évidemment neurologique ou plus scientifique, physique, elle diffère totalement et c'est elle qui a raison. Mais d'un point de vue pédagogique, il faut bien retenir que l'adulte apprend quand il comprend. Et moi, je suis toujours branché, connecté résultat et je veux que la personne comprenne pour apprendre et pour mettre ensuite en application. Donc, ce concept, par conséquent, ça fait des années que je l'utilise et que j'en parle en formation, mais j'apporte toujours cette précision. Alors, Philippe, j'avais une question. Comment est-ce que le cerveau différencie le conscient et l'inconscient, mais d'un point de vue neuronal? Alors, par exemple, puisqu'on parlait de ces mémoires qui stockent un certain nombre d'automatismes et de choses qui sont des défenses aussi également, le fait d'avoir pour un mammifère naturellement peur d'un prédateur pour sauver sa peau, en fait. Et ça, c'est un certain nombre de peurs, de défenses et de réactions qui sont, certaines sont apprises et certaines sont innées. Tout ça est stocké dans ces schémas beaucoup liés aux émotions pour pouvoir nous faire réagir, liés donc par exemple pour le stress et pour la défense d'un individu, quel qu'il soit, ce centre émotionnel très puissant de la peur qui est l'amygdale. Et pour que l'amygdale puisse réagir à des stimuli appropriés, et de manière appropriée à ces stimuli, il faut qu'elle ait en mémoire un certain nombre d'expériences. Encore une fois, certaines sont innées, certaines sont acquises. Et c'est là où on peut on peut considérer donc que dans ces mémoires implicites, donc inconscientes, on peut quand même faire du point de vue neuroscientifique, faire faire une équivalence entre l'inconscient et la mémoire implicite de manière assez juste et assez très, très pratique à utiliser en clinique. Mhm. Alors oui, du point de vue neuronal, cette mémoire implicite est plutôt localisée dans l'amygdale et ses connexions. Et ça, c'est aussi très important.
ces connexions vont très très loin, au-delà même de ce qu'on a pu appeler le système limbique, dont on sait que globalement c'est faux. Bon, tout est connecté avec tout dans le corps, particulièrement dans les neurones, mais même au-delà. Et on sait qu'il y a des mémoires corporelles, des mémoires tissulaires. J'ai beaucoup de publications scientifiques, on pourra en reparler là-dessus, avec la cartographie corporelle des émotions. Et donc, cet inconscient freudien, initialement freudien, s'est étendu jusque très en périphérie, au niveau du corps, au niveau de tissus conjonctifs, des muscles, des articulations, du cœur, de la respiration, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la mémoire implicite, tout ce qui est sous la ligne de flottaison, hein, l'iceberg, les 90% qui sont immergés finalement et pas facilement accessibles à la conscience. Et puis, dans la mémoire explicite, celle qu'on peut expliciter, c'est plutôt une structure qui est très liée à l'amygdale d'ailleurs, qui est l'hippocampe, qui est la partie interne anatomiquement au niveau du lobe temporal. Et là c'est le stockage, c'est le disque dur, qui est une zone de tri en fait de la mémoire, qui après est distribuée à peu près partout dans le cortex, et également dans d'autres structures du cerveau émotionnel, du cerveau cognitif, beaucoup le lobe préfrontal. Donc voilà, on a une mémoire explicite avec les circuits principaux qui la supportent. Je vous dis que c'est un disque dur en fait, hein. Et puis cette immense quantité de mémoire implicite qui est stockée à partir de l'amygdale jusque très en périphérie au niveau du corps. Et pour faire ce que tu disais tout à l'heure était très intéressant, bien sûr, sur Erickson qui disait le grand magasin de solutions, l'immense réservoir de ressources de l'inconscient, et ça va assez avec cette espèce de dialectique qu'il y a finalement entre la psychanalyse qui va aller chercher dans la mémoire, mais quand même dans la mémoire plutôt explicite, pour faire émerger de l'inconscient au conscient. C'est ça le principe de la psychanalyse, en fait, hein, c'est rendre conscient quelque chose, autant que possible, quelque chose qui est inconscient. Et alors, on va comprendre, essayer de chercher, comprendre pourquoi on ne va pas bien, alors que dans les thérapies brèves orientées solutions, dont l'hypnose est un archétype, Erickson se servait non pas de l'inconscient, l'inconscient freudien était une sorte de poubelle psychique, si je puis me permettre cette expression, son raccourci, mais c'est quand même ça, le lieu du refoulement de toutes nos peurs, tous nos fantômes, toutes nos croyances négatives qu'on allait pousser dans un endroit. En gros, on glissait ça sous le tapis, espérant y échapper, si ce n'est qu'on se faisait rattraper des années, voire des dizaines d'années après par la patrouille, parce que ça ressortait, ça rentrait par la fenêtre de la conscience, et sous forme de pathologie. Et Erickson a dit que non, c'était aussi, alors certes, il y a cette fonction de poubelle psychique avec l'inconscient d'Erickson, mais aussi un immense réservoir de solutions. C'est-à-dire qu'on peut trouver des choses qui sont enfouies en nous, des trésors cachés dans notre inconscient. Et ça, ces trésors cachés, ils se trouvent dans cette mémoire implicite, corporelle et neuronale, donc l'amygdale. Et ce qui change absolument, complètement, radicalement, d'abord l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher pourquoi on ne va pas bien, mais chercher plus directement, et souvent de manière plus rapide, comment aller mieux. C'est 180 degrés d'objectif, en fait, hein, de différence, et ça fait vraiment une grande différence. Et on va explorer justement ces mémoires implicites pour aller nettoyer ce qui a été engrammé et qui nous pourrit la vie, quoi, clairement, et aller chercher également les solutions qui sont là. Et comment les neurosciences nous éclairent pour Alors, aller faire cette exploration. je te coupe, je vais y Oui, venir parce que je sais où tu veux en venir et je sais où tu veux en venir et c'est très intéressant. On va y venir dans quelques instants. Tout ce que tu me dis, ça évidemment, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, ça m'évoque plein de choses, telles que les phobies, telles que, bien sûr, les stress post-traumatiques, tels que les deuils. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui me viennent, en tête, hein, si je peux dire. Et en fait, j'avais une question et tu vas pouvoir revenir sur ce que tu allais dire, parce que je pense qu'on va parler d'approche corporelle. Enfin, je vais te laisser en parler, je ne veux pas t'influencer. La question, c'est est-ce qu'il y a des découvertes récentes? Je pense que oui. Quelles sont les découvertes récentes dans la compréhension de l'inconscient, conscient, donc, et dans l'interaction entre le conscient et l'inconscient?
Est-ce qu'il y a des découvertes dans tout ça? Oui, oui, bien sûr, il y a plein de découvertes, surtout dans les neurosciences, mais dans les sciences du biologique, entre autres, pour prendre que cet exemple-là. Partout, il faut comprendre que là, je suis complètement factuel, hein, il n'y a pas d'interprétation, c'est pas une école Bien de sûr. pratique, de pensée ou quoi que ce soit, c'est factuel. Il y a deux types d'émotions, en fait. Les émotions cognitives, qui sont, elles, plutôt explicitées assez facilement. On peut se faire des schémas mentaux, des croyances négatives, avoir une carte du monde relativement embrouillée, mais sur quelque chose de purement cognitif. Et puis, les émotions instinctives, qui sont vraiment des choses qui appartiennent plutôt à la mémoire implicite, qui, elles, risquent à un moment ou à un autre d'émerger, de nous posséder et de nous bousculer dans notre vie, éventuellement dans notre santé. Tu parlais tout à l'heure des phobies engrammées dans ces mémoires inconscientes, mais c'est aussi l'origine de beaucoup de somatisations pour aboutir à des maladies parfois graves, parfois mortelles. Donc on va aussi chercher les racines du mal, non seulement, pas seulement forcément toujours que le mal-être, mais aussi la maladie. Qu'est-ce que le maladie? Ben, il y a des choses à comprendre dans ces mémoires implicites. Donc, pour répondre à ta question plus précisément, oui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces mémoires implicites et la physiologie de ces mémoires implicites implique donc, on va dire, pour résumer, mais c'est vraiment une approximation, enfin, c'est pas une approximation, c'est vrai à 95%. Il y a l'amygdale et toutes ces connexions, et ces connexions vont très loin en périphérie, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de l'approche corporelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le psychocorporel, pour faire bref, avec l'outil, la seule fonction physiologique qui soit une interface entre le conscient et l'inconscient, tel qu'on l'a défini, c'est-à-dire les fonctions du système nerveux central volontaire. Je bouge ma main, je ressens volontairement que je me caresse le front, j'ai une sensation consciente de tout ça. Ça, c'est le système nerveux central. C'est la mémoire explicite, si c'est mis en mémoire. C'est ça qu'on appelle le conscient. Quelque chose qu'on peut contrôler et dont on peut avoir conscience. C'est tout simple. Et puis, on a les mouvements automatiques, les choses qu'on va faire et qui sont contrôlées, elles, du point de vue neural, par le système nerveux autonome, encore appelé système nerveux végétatif. Et ce système nerveux autonome, il y a une seule fonction chez l'être humain, il n'y en a pas deux, il y en a une seule qui a une double innervation, c'est-à-dire système nerveux central, système nerveux autonome, c'est la respiration. Et elle sert d'interface parfaite, et c'est la seule qui puisse faire ça, pour accéder au système nerveux autonome, comme au système, donc l'inconscient, pas au sens freudien, au sens biologique du terme. Bien sûr, il y a des correspondances entre les deux, et c'est ça qui est intéressant, et la volonté. Donc, je peux accélérer volontairement ma respiration, je peux adopter un pattern particulier, inspirer sur 2, expirer sur 6, enfin bref, la cohérence cardiaque, etc. Je peux bloquer ma respiration volontairement, je peux hyperventiler, et puis bien sûr, heureusement, quand j'y pense pas, ça continue à fonctionner sous le mode automatique, inconscient. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, toujours dans cette idée, est-ce qu'il y a des recherches? Ben oui, il y a beaucoup de recherches, et moi, c'est des recherches qui m'intéressent, qui nous intéressent d'ailleurs, hein, dans aussi notre réflexion sur cette approche globale de la thérapie, toujours basée sur la science et des concepts qui sont montrés scientifiquement, autant que possible, d'utiliser donc voilà, toutes les approches et de quelle manière on peut manipuler, au bon sens du terme, ces fonctions physiologiques grâce à l'outil de la respiration. Et puis d'autres, oui, d'autres recherches qui sont pas liées forcément à la respiration, parce qu'il y a plein d'autres choses. Je pense à tout ce qui est le travail sur la méditation, la relaxation, la conscience, les états modifiés de conscience. Et puis comme on en parlait également, la cartographie des émotions au niveau corporel. Ouais, c'est passionnant tout ça. Alors, tout ce qui est cartographie des émotions, cartographie corporelle, tout ce qui est approche psychocorporelle, enfin plutôt approche corporelle d'ailleurs, telle que la respiration, l'EFT, quand, comment, pourquoi ça fonctionne. Tout cela est largement abordé dans une formation que tu proposes, passionnante, formation passionnante de coach en neurosciences. Et là, c'est un spécialiste, hein, vraiment, hein, docteur en neurosciences et neurochirurgien qui vous propose cette formation, Philippe Pincalé en l'occurrence.
Vous avez le programme de cette formation qui figure sous cette vidéo, je vous la garantis, passionnante, un énorme apprentissage. Vous allez comprendre plein de choses s'agissant des deuils, des phobies, du stress, des douleurs, du sommeil, des addictions. La liste est longue et je m'arrête là parce qu'elle est très très longue. C'est une formation certifiante qui est destinée aux thérapeutes, hypno, sophro, relaxo, praticiens EFT, EMDR, etc. Ce sont des dizaines d'heures de contenu. Merci Philippe pour cette belle formation. Vous allez pouvoir la trouver sous cette vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil. Pour moi, ça a été la formation qui vraiment m'a permis de comprendre en quoi les neurosciences sont vraiment utiles, efficace pour toutes les approches thérapeutiques, quelles qu'elles soient. Parce qu'avant, j'avais des notions, bien sûr, hein, de neurosciences, de neurologie, etc. Mais j'établissais pas forcément des liens évident avec nos approches EFT, puisque je pratique beaucoup l'EFT, hypnose, état modifié de conscience, méditation ou autre. Et ça m'a vraiment permis de comprendre et d'ouvrir les yeux. Donc, je vous recommande vivement cette formation qui, croyez-moi, est passionnante. Vous avez tout sous cette vidéo. Puis, vous voyez, c'est Philippe qui la présente, hein. Il est tout à fait accessible, il parle bien, c'est passionnant. Enfin, voilà. Donc, merci pour tout ça, Philippe. Et Merci à vous, puis, merci David. merci pour ces échanges, merci pour cette vidéo tout aussi passionnante. J'aurai grand plaisir à te retrouver ici ou là dans d'autres formations ou dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si vous avez des questions, remarques, commentaires ou suggestions, allez-y, c'est aussi sous cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez également la partager. Encore une fois, merci Philippe. Merci à toutes et à tous pour votre confiance et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À très bientôt.